Bien, bonjour à tous. Donc nous arrivons au terme du cycle du groupe de travail Expérience Voyageur. Nous avons vu il y a quelques jours avant le voyage, et puis pendant le voyage, et maintenant nous allons vous partager nos réflexions sur ce qui se passe après le voyage. Donc bienvenue, donc je suis toujours Tristan, j'ai la chance l'honneur de piloter le groupe de travail que nous vous présentons. Virginie sera à mes côtés et va porter et piloter l'animation de ce débat. Je profite dès maintenant pour remercier Thibaut Constant qui a accepté l'invitation de partager la réflexion avec nous. Alors, concernant l'expérience client, sur l'avant-voyage, on voit tout ce qu'on peut dire pour donner envie de voyager et comment on peut l'accompagner. Pendant le voyage, on réalise ce qu'on a dit. Et maintenant, on va s'attacher ensemble à étudier qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les variables d'ajustement, comment on fidélise, comment on accompagne et comment on porte la symétrie des attentions et comment on analyse les écarts. En quelque sorte, comment on va intelligemment accompagner les situations de pépins qu'on va tenter de transformer en pépites. Je te laisse maintenant, Virginie, porter le débat avec toute l'équipe. Je remercie et vous avez tous beaucoup travaillé. Donc c'est à vous. Merci Tristan, merci beaucoup. Donc effectivement, on va traiter l'expérience client après le voyage et on va faire en sorte de le traiter avec des angles d'opportunité. À ce stade, le voyageur effectivement se remémore en fait son voyage, partage ses souvenirs, ses photos, ses vidéos avec ses proches, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et il pense souvent effectivement à son prochain voyage. Donc ça, c'est évidemment une étape importante aussi pour lui. Et l'enjeu pour les professionnels du tourisme, c'est justement l'optimisation du parcours client à travers le partage et la fidélisation en étant customer centric. Il est essentiel pour donc d'optimiser pour la fidélisation le client et de transformer justement ses clients en super ambassadeurs, de s'appuyer sur les nouveaux outils technologiques. Et effectivement, on voit que la crise actuelle a engendré des changements notables de comportement chez le client voyageur. Il va donc falloir réapprendre à le connaître et à mieux cerner ses besoins et afin de bien y répondre. Donc cela, effectivement, à travers l'ensemble des canaux de communication. Donc ça, c'est très important. Alors, offrir une expérience client unique et performante donc à ses clients nécessite vraiment de la réactivité et surtout de la personnalisation. Donc ça, c'est essentiel. Et pour l'après-voyage, nous allons évoquer des leviers ayant vraiment un rôle central. Donc, on va parler de 3 leviers en particulier. Donc, le premier, c'est la fidélisation, ou comment mieux fidéliser et pousser au réachat. Le deuxième, c'est le client ambassadeur, ou comment amener le client ambassadeur à devenir un super ambassadeur. Et le troisième, c'est la fameuse transformation digitale, ou quelles actions digitales impactantes peuvent justement renforcer le lien avec les clients. Donc ça, c'est tout un programme. Et justement, pour le constat numéro 1, qui est donc la fidélisation, qui est vraiment un enjeu majeur, c'est Cathy et Eric qui vont débattre sur le sujet. Et avant de commencer, il y a un élément qui est important qu'on a tous en tête, c'est de dire qu'effectivement, les clients, donc la fidélisation est essentielle, puisque en fait, elle coûte 5 fois moins cher que de trouver de nouveaux clients. Donc ça, c'est vraiment important et on voit l'enjeu justement de cette dynamique qui est de fidéliser les clients certes, mais aussi de faire en sorte qu'ils soient encore plus actifs avec la marque. Et afin d'optimiser le confort et le réachat après la crise sanitaire, il faut miser vraiment sur une expérience fluide, une expérience client personnalisée. Alors donc la question que je vais poser à Cathy et Eric justement, c'est comment mieux fidéliser et pousser au réachat. On a pu le constater dans la partie pendant le voyage, suite à la crise sanitaire, et plus que jamais, je pense, les relations humaines doivent figurer au cœur du système. Il faut créer de la proximité avec le client et c'est une des valeurs clés du monde post-Covid. Alors évidemment, parmi les pratiques essentielles pour mieux fidéliser le client, il y a le fameux questionnaire de satisfaction. Et j'ai envie de dire que c'est la base. Mais au-delà d'un simple questionnaire de satisfaction, il faut solliciter davantage
les feedbacks du voyageur. Alors, par exemple, cela peut être via un entretien téléphonique ou physique. On peut aussi le solliciter pour obtenir un témoignage écrit ou encore l'inciter à nous confier ses plus belles photos de voyage. Tout ça dans le but d'intégrer ces informations sur notre site internet ou sur nos publications de réseaux sociaux afin de valoriser le client et de l'impliquer réellement. Ensuite, il y a un autre point important qui est le SAV et ce qu'on en fait vraiment. Là encore, il s'agit de considérer le client et de lui prouver. En effet, il faut véritablement intégrer au niveau du SAV les remarques, les informations et les photos que nous aurons confiées les clients. Par exemple, dans un circuit, eh bien, modifier un hôtel qui n'a pas donné entière satisfaction, ou encore modifier un itinéraire, une étape, etc. Il ne faut laisser aucun point en suspens, en fait, et montrer au client qu'il participe à l'amélioration du produit ou du service. Cela l'incitera forcément au réachat. D'ailleurs, selon un sondage, 60% des clients interrogés ont avoué avoir cessé de faire appel à une marque suite à une mauvaise expérience ou à une non-considération de la part d'un service client. Ensuite, il y a un autre point crucial, mais plus subjectif, qui est de jouer sur l'émotion. En fait, je pense que par essence, le voyage est générateur de nombreuses émotions, que ce soit avant, pendant ou après le voyage. La vague de Covid a amplifié ces émotions et a transformé les comportements et les attentes des consommateurs. On va tenter de fermer la parenthèse anxiogène provoquée par le Covid et l'aider à ouvrir d'autres horizons et à se projeter à nouveau, ce qui lui procurera forcément du plaisir. Alors comment, par exemple, en lui permettant de se remémorer des bons souvenirs, des expériences qu'il a vécues, qui vont forcément en amener d'autres dans son esprit. Il faut exploiter toutes les occasions qui nous sont données de lui prouver qu'on le connaît bien et qu'on s'intéresse à lui, par exemple fêter son anniversaire, lui faire des suggestions de destination, etc. Et pour ce faire, il faut utiliser les différents moyens à notre disposition, mail, SMS, WhatsApp, etc. Je vais juste terminer ce propos avec un bel exemple d'une célèbre marque de club qui est très douée dans ce domaine et qui touche ses clients au cœur en leur proposant des jeux pour les enfants, avec par exemple de la réalité augmentée faisant apparaître des animaux via le smartphone dans la maison, ou encore une playlist de danse qui rappelle les vacances. Super, merci. Merci Cathy. Eric, tu voulais partager des éléments avec nous? Je pense qu'il faut être assez original, si possible, dans les remerciements, voire les récompenses qui vont amener la fidélisation. À savoir au-delà des simples réductions tarifaires un peu bateaux, qui sont plus forcément prioritaires à aujourd'hui dans le contexte Covid ou post-Covid. Par exemple, offrir des objets qui vont le marquer humainement et qui éviteront l'oubli, qui est l'obstacle principal à la fidélisation. Donc, je pense par exemple à des calendriers personnalisés, un album photo du voyage passé qu'on peut offrir à son client, voire dans le cas d'un hébergement, un petit objet, un bibelot siglé de l'hôtel, et devant lequel le client passera régulièrement et qui lui fera penser que lors de la prochaine étape de réachat, c'est ce hôtel-là qu'il faudra choisir à l'occasion. Un deuxième point, il faut également lui démontrer qu'on intègre bien dans son offre toutes les nouveautés liées au contexte actuel Covid qui va durer pendant quelques temps et qui est très très mouvant. Il faut l'informer en avant-première de toutes ces nouveautés. Je pense par exemple à ce qui concerne les conditions de modification, d'annulation qui bougent beaucoup. Dès qu'on les adapte, tout de suite, en priorité, on informer ses clients. Idem tout ce qui est les contraintes, les sujets sanitaires. Dès qu'on fait évoluer son offre par rapport à ce sujet, tout de suite informer son client, et ça le poussera de fait à se réinvestir avec soi-même. Un dernier point également qui me semble important, évidemment, il faut que le client se sente privilégié, unique, on l'a dit plusieurs fois, et pour cet objectif, en fait,
si on renforce son sentiment d'appartenance à un groupe ou une espèce de club privé ou une communauté, ben de fait, ça va le mener à poursuivre la relation qui a été initiée la première fois. Alors, quelques exemples, ça peut être pour une agence de voyage organiser des soirées privées pour les clients, proposer des petits webinars en vue de suggérer des nouvelles destinations, et aussi, par exemple, en termes plus techniques, animer un blog forum sur lequel les déjà clients pourront intervenir, et ça nourrira leur esprit pour ensuite revenir avec plaisir chez nous. Super, merci beaucoup Eric. Alors moi, si j'avais 2 points, évidemment tous les points sont super intéressants et aident justement à la fidélisation. Il y a 2 points qui me semblent essentiels, c'est justement jouer sur l'émotion et renforcer ce sentiment d'appartenance. Donc merci en tout cas pour vos partages et ce débat et ces réflexions. On va donc passer ensuite au constat numéro 2 avec Cyrielle et Eric, où effectivement le rôle d'un super ambassadeur est essentiel pour la marque et ça prend encore plus de sens puisqu'il a vraiment un réel impact sur l'image, sur l'entreprise, mais pas que. Et c'est vrai qu'un ambassadeur est une personne qui réalise justement la promotion d'une marque, d'un produit, d'un service et d'une entreprise, mais de manière spontanée. Et c'est ça vraiment l'intérêt. Et on sait, je pense que tout le monde a conscience de ça et on le voit bien, c'est que les clients qui sont donc fidèles achètent régulièrement, donc ça c'est vraiment très important, et peuvent se transformer justement en ambassadeurs de marque, donc de sa marque en l'occurrence, et publier par exemple des avis élogieux sur Internet, par exemple. Et c'est vrai que c'est une solution qui est quand même pratique, qui ne demande aucune intervention de notre part, puisque c'est l'ambassadeur qui fait ses démarches spontanément et qui en plus peut attirer de nouveaux leads, donc des leads qualifiés et augmenter le taux de conversion et son chiffre d'affaires puisqu'il a une certaine crédibilité auprès de son entourage. Alors du coup, j'allais poser la question à Cyrielle et Eric, justement, c'est comment impliquer le client dans un rôle d'ambassadeur et comment en faire un super ambassadeur? Alors, je vais continuer sur la lancée. Une fois qu'on a fidélisé son client, l'étape suivante, c'est l'ambassadeur. Un point important, à mon avis, je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce qu'on se freine souvent, il ne faut pas hésiter à sélectionner quand même et solliciter certains clients, à savoir, les plus fidèles, les plus engagés, ceux qui sont plus présents sur les forums et les réseaux sociaux. Et un point qui semble très important, il faut que ce soit des clients qui partagent les mêmes valeurs que la marque ou ce qu'on représente, de telle manière qu'il y ait vraiment symétrie entre ce qu'on prône en tant que professionnel dans le tourisme et puis les valeurs du client. De fait, l'ambassadeur se sentira valorisé par ce partage de valeurs. Cyrielle? Oui, tout à fait, parce que comme on a dit, l'ambassadeur, en fait, c'est déjà un super client et on a passé outre la fidélisation. Donc c'est vrai que c'est très pertinent. Donc d'une part pour plus tous les acteurs finalement du tourisme, d'une part pour une agence qui va pouvoir recruter des clients, mais par exemple moi dans mon expérience aussi en tant qu'agence réceptive, les clients ne reviennent pas forcément 2 fois sur le même lieu. Donc c'est vrai qu'avoir ce côté ambassadeur qui va pouvoir recruter des clients, c'est particulièrement pertinent aussi pour finalement créer du business pour justement sur ces différents en fonction de la typologie des acteurs du voyage. Selon vous, pourquoi il n'est pas pertinent justement de rémunérer un ambassadeur? Il me semble qu'il ne faut pas confondre ambassadeur et apporteur d'affaires. Exactement. Une rétribution financière, si elle est connue, ça peut à la fois décrédibiliser l'ambassadeur aux yeux des futurs clients, et sur le plan personnel, je pense que ça peut exactement entre guillemets le vexer. Il doit retirer de la fierté d'être associé à une marque, voire posséder un statut particulier, et à la limite, tout simplement, il peut vouloir chercher à faire plaisir à la marque, à la personne qui le représente, et donc sans qu'il y ait forcément une contribution financière en face. Ouais, tout à fait, parce que je pense que c'est ça qui est assez important, c'est ce côté valorisant. Et aussi avec les grandes tendances, c'est vrai qu'il y a eu les grandes tendances justement de recruter des influenceurs pour faire justement de la pub. Et il y a tout un débat aujourd'hui à côté de ça, justement la crédibilité de ces influenceurs qui sont maintenant rémunérés et on passe carrément dans du placement de produits.
c'est vrai que finalement des ambassadeurs non rémunérés gagnent en crédibilité, en légitimité et en objectivité. Ils peuvent se permettre d'aller plus loin dans la recommandation aussi. Et puis voilà, c'est aussi finalement des micro ou nano influenceurs, parce qu'ils vont pas avoir des communautés. Alors là, on parle pas que des réseaux sociaux, on parle aussi ça peut être des réseaux autres, mais ils vont avoir ces micro et nano des communautés restreintes, mais qui peuvent être hyper pertinentes en termes de cible parce que ça peut être des gens avec les mêmes centres d'intérêt, donc on va toucher directement une cible pertinente. Oui, une cible qualifiée, effectivement. Ouais. Et justement, comment faire un super ambassadeur, en fait, ce client? Je pense, comme le disait Eric, déjà demander, mais outre demander, si on veut le faire passer finalement de l'ambassadeur au super ambassadeur, c'est mettre des outils en place. Alors ces outils, ça peut être plus ou moins finalement simple. On peut avoir des outils simples qui soient finalement déjà lui faire des demandes concrètes, c'est-à-dire que en tant qu'agence, en tant que marque, on peut déjà définir sa stratégie, c'est-à-dire voilà quelle est ma cible et lui faire des demandes concrètes. Moi, je le vois au sein de mon activité, ça sera par exemple intervenir dans des clubs de vin, des choses comme ça pour promouvoir des destinations liées à ça, mais ça peut être aussi la mettre en place d'une newsletter qui le tient informé, c'est important, garder ce contact, la mise en place de clubs également, et puis éventuellement on peut après mettre un programme d'incentive ou finalement associer des produits à sa marque pour les récompenser dans un deuxième temps, mais c'est pas forcément déjà mettre des outils que lui peut utiliser et des demandes concrètes, c'est important. Le stade ultime étant de faire participer l'ambassadeur à son activité, à sa marque, en l'interrogeant, en l'impliquant sur des tests produits, voir sur la stratégie de la marque, lui demander par exemple des feedbacks sur un hébergement qu'il a pu tester. Si on lance un nouveau circuit pour un tour opérateur, lui demander l'avis du client, voir par exemple le solliciter pour des petites vidéos de repérage. Donc ça, je pense que c'est le stade ultime où en fait il n'est pas encore dans l'activité, mais il est associé très fortement. Et là-dessus, je pense qu'il l'appréciera si c'est son souhait. Super. Écoutez, merci en tout cas pour ces échanges, Cyrielle et Eric. Et on va passer au constat numéro 3 avec un trio, donc Alexandre, François et Corinne. Et l'idée, c'est effectivement de garder le contact grâce au numérique. On a la chance d'avoir effectivement beaucoup de supports et il y a une véritable accélération digitale. Et donc, en plus, une surconsommation de supports numériques type podcast, vidéo, etc. Et ces éléments-là permettent justement de garder le contact de manière vraiment très personnalisée, très qualitative. Et les entreprises gardant le contact avec les clients et proposant justement la meilleure expérience digitale ont de grandes chances de prendre l'avantage sur leurs concurrents dans le monde d'après. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est qu'aujourd'hui, 59% des consommateurs français pensent que l'expérience en ligne proposée par les marques pendant la crise actuelle du Covid aura un véritable impact sur leurs relations futures. Donc, il faut vraiment pas se rater. Et c'est très important d'être présent sur tous les canaux et notamment les canaux digitaux. Alors, moi, j'avais posé la question à Alexandre, François et Corinne. Mais quelles actions justement digitales impactantes, customer-centric, peuvent renforcer et garder le lien avec les clients? Je pense en fait que voilà, ça a beaucoup changé depuis plusieurs années. Avant, on va dire le client était assez fidèle à son agence, à sa structure. Maintenant, depuis Internet, depuis l'avènement d'Internet, le client est de plus en plus volatile. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le digital est considéré plus qu'un coût, plus qu'un investissement. C'est vrai que tous les questionnaires qui sont faits, on regarde beaucoup. Voilà, il y a 60% de personnes qui sont contentes de leur voyage, mais après derrière ça va pas plus loin. Alors que ce qui est très important, c'est qu'il faut utiliser sa data et aussi son CRM pour fidéliser son client et pour entretenir le lien, que ce soit sur de l'emailing, que ce soit sur du marketing automation, qui permet de créer des scénarios spécifiques pour vraiment rebondir sur toutes les actions faites par les clients, que ce soit sur le site internet, ou que ce soit sur des envois d'emailing, de newsletter. Donc je trouve que c'est quand même important d'utiliser sa data, d'utiliser le CRM qui est, je pense, utilisé à 10 ou 20% en général et qui est quand même quelque chose de très très important parce que ça permet d'anticiper le désir des clients, ça permet d'anticiper énormément de choses et pour le coup d'être vraiment
pro et garder vraiment ses clients et que derrière il puisse y avoir une plus-value tout simplement. Je sais, bon, après il y a les réseaux sociaux, François, que ce soit, je pense, au niveau des webinaires, au niveau des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, on en a déjà parlé un petit peu avant, ou que ce soit sur YouTube. C'est vrai que c'est chaque réseau, c'est une création de communauté, donc forcément de clients, et ça permet, quelle que soit la spécificité du réseau, de pouvoir aussi continuer le lien. Donc, François, je sais pas ce que tu en penses. Oui. Par rapport à la communauté, avant on animait une communauté à travers des newsletters et des offres typiquement commerciales. Et là, il y a une évolution où justement il y a cette création, on l'a vu pendant ce confinement et pendant cette période qu'on vit, beaucoup de webinaires avec une intention d'enrichir intellectuellement, émotionnellement les participants, l'audience. Et je crois que ça ouvre des portes très intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la clientèle est à la recherche de sens. Et c'est le voyage du sens qui les intéresse. Et donc, c'est comment leur ouvrir à travers des animations différentes de cette communauté, où justement les gens ressentent que leur besoin de sens est enrichi, mais aussi le besoin intellectuel, la stimulation intellectuelle, et une envie d'aller voyager dans des endroits, d'aller explorer de nouveaux endroits. Et c'est pas forcément loin ou près, mais vraiment de donner envie. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. On s'est rendu compte aussi que l'animation d'une communauté ne se passe plus maintenant par simplement de l'écrit. Il y a eu cette transition, on est parti de l'écrit, on a été vers la photo, et maintenant on bouge vers l'audio. Et ce qui est intéressant par rapport à l'audio, c'est que c'est quelque chose qu'on peut écouter dans notre temporalité. Alors que lire quelque chose ou regarder quelque chose, c'est plus difficile. On regarde des vidéos, etc. Il faut vraiment apprendre un temps. Alors que pour écouter, on peut faire écouter et autre chose. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ce passage de l'écriture à l'audio, et on voit que les podcasts ont un impact considérable aujourd'hui, une évolution. C'est un des événements. On parlait du Clubhouse, qui était une application qui vient de se développer où justement on favorise l'audio avant tout. On ne met plus la vidéo ou quoi que ce soit, donc on se voit pas, on écoute, on partage et on partage avec le monde. Le Clubhouse, ce qui est impressionnant, c'est que d'un seul coup, tu as ta voix porte sur le monde. Et donc il y a beaucoup d'opportunités. Et l'audio, ce qui est marrant et Corinne pourra en parler, c'est que l'audio au départ, on parlait vraiment d'une conversation. Et Corinne en parlera avec ses cartes postales sonores, où on peut aussi envisager de donner envie au voyage d'une manière différente, en jouant avec les différents sens qu'on peut avoir ici, mais aussi l'imaginaire de l'intellect. Je te laisse prendre la main et expliquer ça, Corinne. Oui, merci François. Toi comme moi, on a créé un podcast cette année et c'est vrai que l'audio, on se rend compte que l'audio pour toutes les marques, mais même en dehors du tourisme, est devenu super important. Les podcasts de marques sont devenus, les clients sont friands de podcasts de marques à l'heure actuelle. Et moi, j'ai imaginé carte postale sonore parce que je me suis dit que comment faire passer un message sur un territoire ou des personnes, mais tout en donnant envie. Donc, l'été dernier, j'étais partie à la rencontre de pas mal d'endroits autour de chez moi, puisqu'on pouvait plus voyager. Et du coup, j'ai ramené du son. Et ce son, j'essaie d'en faire des petites cartes postales qui montrent, la dernière en date, c'était la cueillette du romarin sur un territoire. Et voilà, t'imaginer avec un son complètement immergé dedans et de s'imaginer là-bas, d'avoir envie d'y retourner. Donc, l'audio, pour moi, c'est un média qui est intéressant, comme tu le disais, puisque on peut l'écouter n'importe où, on peut conduire, faire son ménage, etc. Donc les gens adorent ça. Il y a de plus en plus. Au début, ça touchait une catégorie de population, mais là, il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Donc je pense que c'est un média qui est intéressant et je pense que c'est bien aussi de relever ce qu'a dit Alexandre.
c'est intéressant de se parler, pas en termes de coûts, mais en termes d'investissement. Parce que les gens ont toujours l'habitude de croire que ça va leur coûter tant, mais s'ils investissent, ils auront forcément dans quelques mois des conséquences sur leur clientèle, etc., qui ne va pas être qui vont être vraiment très intéressantes. Donc on en parlait tous les trois ensemble hier. De ça justement, du fait qu'il faut penser à envisager de travailler en collaboration avec des gens qui font des réseaux sociaux, etc. Parce que dans une agence, on peut pas tout faire à l'heure actuelle. Donc c'est bien de collaborer avec d'autres personnes. Et si je peux rajouter un élément qui est, je trouve, très intéressant dans ce que vous avez évidemment évoqué, et notamment la partie audio digital, carte postale digitale, enfin sonore, et les podcasts, c'est que justement le sens de l'écoute est évidemment décuplé puisqu'on est avec évidemment l'audition, mais il y a aussi, ça fait aussi appel à l'imaginaire, c'est-à-dire que je pense que les gens s'imprègnent encore plus du message quand c'est de l'audio. Même si les vidéos et les visuels, évidemment, ça permet de se transporter et d'imaginer des super voyages, etc. Le fait d'entendre, par exemple, la cigale, d'entendre marcher, d'entendre un échange, eh bien, on imagine les personnes, on imagine le lieu, et du coup, ça permet vraiment de s'imprégner encore plus. Donc, c'est vrai que les actions digitales comme celle-ci sont vraiment impactantes. Donc, voilà. C'est le point commun qu'il y a avec la lecture. C'est que la lecture permet justement de stimuler l'imaginaire et de rêver. Et l'audio, comme tu le décris, permet ça aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on en a encore plus besoin actuellement qu'avant. C'est vraiment d'imaginer dans un endroit de rêve, quel qu'il soit, dans un moment, dans une émotion, dans une expérience. Et je trouve ça assez stimulant et sympathique. C'est vrai. Et le fait d'apporter justement ce type d'expérience à ses clients, de leur offrir par exemple un audio ou un podcast, ou de leur dire tenez, regardez, on a fait ce podcast et ça peut vous servir pour votre prochain voyage, vous pourrez vous projeter. Bah, ça permet justement de garder le lien. C'est ça l'intérêt aussi de toutes les outils digitaux que l'on a, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit évidemment être bien structuré avec la data et évidemment toute la partie webinaire, etc. Enfin tous les outils digitaux sont vraiment utiles aujourd'hui, et ce qui est vraiment positif quelque part, parce qu'il faut toujours trouver quelque chose de positif dans la situation actuelle, c'est qu'on a été en marche forcée sur la digitalisation. On nous oblige quelque part à aller plus vite, plus fort sur cette thématique-là. Et donc, du coup, ça va nous permettre de toucher plus largement, d'être plus en contact encore avec les clients. Donc ça, c'est super. Et je voulais dire que cette situation nous a poussé les uns et les autres aussi à élargir notre champ de compétences et à ouvrir nos champs des possibles. Et ça a décuplé beaucoup plus rapidement, ça a accéléré le processus. Et ça aussi, c'est très sympa pour tout le monde, quoi. Super. Vous vouliez rajouter un dernier mot, Alexandre, François, Corinne? Bon, enfin, après, en résumé, c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a dit, on est, comme je disais, on est sur un entretien du lien avec le client et non une fidélisation. Parce que fidélisation, aujourd'hui, le client est libre d'aller à gauche, à droite, donc on peut pas le retenir, il est pas en prison. Mais l'entretien du lien, de par tous ces moyens audio, visuels, imaginaires, sont des choses vraiment très intéressantes et qui vont et sont de plus en plus importantes et incontournables pour avoir vraiment, comme tu disais, des clients, une data vraiment intéressante, et forcément au niveau du coût, c'est forcément plus intéressant que d'aller chercher derrière des nouveaux clients. Et de toute façon, avec tous ces moyens-là, les nouveaux clients arriveront par eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on a réfléchi avec Fabio et partir peu sur l'expérience voyageur, quitte à imaginer pourquoi pas demain une logique de métrique de travel experience. Parce qu'il y a une particularité, c'est un marché qui est vraiment à part. Un marché à part ne veut pas dire ne pas suivre des logiques et une méthodologie de parcours client. Donc on a partagé ensemble sur ces 3 rendez-vous effectivement le parcours client dans toutes les particularités qui font que le marché du voyage est à identifier avec des éléments spécifiques. Exemple, on parle d'imaginaire. Quand on prépare un voyage, on est déjà dans une logique de voyage. D'ailleurs, on peut dire qu'on a accompagné ensemble, on a fait un voyage ensemble sur
sur ces trois rencontres. Et donc, lorsqu'on parle de fidélisation, on est bien d'accord que c'est une résultante. Hein, c'est pas une science exacte. Cette science, elle est liée à l'attention qu'on porte, à la remise en cause qu'on assume et qu'on fait en fonction du sens qu'on met dans l'échange que nous avons avec nos clients. En ce qui concerne les ambassadeurs, eh bien, on parle plus d'un statut particulier. En général, ce sont des recrutements naturels. On parle parfois même d'aficionados. Lorsque il y a ceux qui sont iPhone et ceux qui sont Android, et souvent ceux qui sont iPhone, voilà, ils pensent aussi à un style de vie et la marque s'est organisée pour. Et c'est là-dessus qu'on doit aussi accompagner et se remettre en cause et de voir comment on peut utiliser dans ce métier dans ce marché qui est si particulier, comment on peut utiliser certaines logiques, certaines méthodologies qui sont du monde du marketing relationnel et du monde de la stratégie client, justement pour rentrer dans cette logique de prise de sens, de donner du sens et d'accompagner ce sens qui est lié à ce marché si fabuleux qui est le voyage. Alors, pour revenir dans cette logique, alors comme vous l'avez compris et comme j'ai pu l'expliquer sur nos autres rendez-vous, il se trouve que j'évolue dans le monde du marketing client depuis un certain nombre d'années et c'est ce monde-là qui m'a donné l'envie de partager cet état d'esprit aujourd'hui dans le marché du voyage. Eh bien, il nous a semblé intéressant aussi de pouvoir partager avec un professionnel de la relation client, avec une prise de recul et un regard différent, tout en nous donnant effectivement des idées, des réflexions, une prise d'analyse en prenant l'angle véritablement du marketing client. Et je suis très heureux que Thibaut Constant ait pu accepter de nous donner un peu de son temps pour nous partager sa grande expérience auprès de nous autour de ce qui se passe après le cycle d'achat. Bonjour Thibaut Constant. Tu es le directeur de la relation client chez Sogetrel, qui est une ETI dans les télécoms, et tu as navigué justement en tant que spécialiste de l'expérience client dans des groupes tels que SFR ou encore Direct Assurance. Si tu avais 3 conseils pour fidéliser efficacement les clients, quels seraient-ils et pourquoi sont-ils efficaces à tes yeux? Je pense qu'on a eu des intervenants très riches qui ont déjà amené à beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, dans le cadre du monde du voyage, l'émotion est absolument capitale. C'est un investissement, on s'y projette beaucoup. C'est quelque chose qu'on a souvent envie de partager. Et donc cette fidélisation, elle doit jouer clairement sur cette émotion. Je prends l'exemple de Facebook qui m'a rediffusé la photo de mon fils qui avait sa première étoile de ski 2-3 ans après. Ça suscite une émotion, une envie de retourner au ski, beaucoup plus que si j'avais reçu une publicité de la région concernée. Je pense que dans cette fidélisation au voyage, il y a aussi quelque chose d'important qui est quel est l'intérêt pour moi en tant que consommateur. C'est-à-dire est-ce que je suis agressé par la marque pour devenir fidèle, pour acheter, etc. Ou est-ce qu'au contraire, à l'image de ce que sait faire Harley-Davidson, je crée une connivence avec elle? Est-ce qu'elle est capable, j'entendais tout à l'heure de podcast, de me renvoyer quelques vidéos de ce qui est arrivé sur là où j'étais auparavant? J'entendais parler d'audio tout à l'heure et je me suis dit tiens, j'aimerais bien avoir une sonnerie téléphone de l'oiseau qui chantait le jour où j'étais en voyage. Je pense à un boule-boule à l'île Maurice, par exemple, qui a un chant particulier. Et donc, ça nécessite toute une personnalisation, un retour à cette émotion. Et après, ce qui me faisait sourire dans la fin des propos, c'est qu'on revient à un des fondamentaux de l'Internet qui s'appelle le contenu. Il y a un certain Jean-Marie Messier qui en parlait dans les années 90-2000. Ce contenu, il est essentiel. Alors, pas besoin forcément d'avoir beaucoup de choses, mais de l'audio, de la vidéo, ça permet d'animer, ça permet d'utiliser d'autres médias, ça permet de ramener de l'émotion. Pas forcément un coup d'ailleurs très et que c'est pour moi c'est extrêmement différenciant. Donc, voilà un peu les 3 points que je mettrai en avant.
D'accord, merci beaucoup. Et alors, la deuxième question que j'avais envie de te poser, c'est dans le contexte actuel, justement, on voit qu'il y a des nouvelles tendances qui ont déjà émergé et qui ont pris de l'ampleur. Par exemple, la prise de contact par messagerie instantanée, qui est appelée le messaging, ça a été décuplé, hein, effectivement, et c'est devenu une norme. Chez nous, on l'a fait aussi, oui, ça a été très, très porteur, oui, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est vrai que du coup, on peut se poser la question de quelle opportunité, justement, selon toi, on peut en tirer et en quoi cela peut améliorer l'expérience client de l'après. Je pense que le monde du mail est quasiment mort. Hein. On l'utilise que pour des choses vraiment très, très pointues. Le messaging, c'est à la fois extrêmement puissant, mais il faut savoir le doser. C'est-à-dire que si on reçoit trop de sollicitations, ça va devenir pénible. Si en revanche, ça crée cette connivence et on est toujours dans le lien dans le lien de l'émotion, je pense que ça peut être effectivement un très bon moyen. On voit que ça a d'excellents taux de retour. En revanche, c'est beaucoup plus contraignant sur le quand est-ce qu'il faut envoyer un message, etc. Enfin, il y a des vraies règles du jeu à connaître, et notamment, puisque là, on est dans du loisir, et plutôt le vendredi soir, le week-end, plutôt que la personne quand elle était sur son lieu de travail. Mais clairement, oui, c'est des médias qui sont extrêmement porteurs, qui, puisqu'ils répondent aux besoins du client, permettent des taux de réponse qui seront très, très importants et qui permettent de s'évader vers le web très facilement et donc d'amener ce contenu et cette valorisation dont on a parlé tout à l'heure. Concernant les feedbacks clients, justement, comment et pourquoi les récolter selon toi et en quoi, justement, le feedback améliore-t-il l'expérience client? Alors, il peut ou l'améliorer ou au contraire le ruiner. Halte au NPS ridicule où on explique aux gens qu'ils n'ont le droit que de voter 9 ou 10, sinon c'est le drame. C'est-à-dire que si je sens en tant que client que ce questionnaire, il est là finalement pour moi, pour que demain ça se passe mieux, je vais avoir envie de répondre. Si c'est un questionnaire qui est auto-centré sur la marque, qui se regarde le nombril, c'est juste exaspérant. Tout à l'heure, on parlait de la connaissance client, du CRM. Il n'y a rien de plus exaspérant que de recevoir un questionnaire et qui te demande « Vous avez voyagé dans quelle région? Vous étiez dans quel hôtel ?» Attends, j'ai voyagé avec toi, donc tu le sais. Donc pourquoi tu me poses des questions sur lesquelles tu as déjà la réponse? C'est exaspérant. Si à l'inverse, on sait, voilà, vous étiez à tel endroit, est-ce que ça vous a plu, etc. Et puis après, en termes de conseils, un peu de métier, etc., moi, ce que j'aimerais bien en tant que client, finalement, c'est de recevoir un questionnaire en 2 versions. Une version courte, si j'ai pas envie de répondre à trop de questions, et quand j'ai envie de pouvoir ouvrir des pop-up, des fenêtres, enfin, à voir comment ça se fait, où je peux aller détailler le retour. Quand je reçois un questionnaire, il y a 15 questions, ça va vite me décourager, alors qu'à l'inverse, quelquefois, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir répondre plus à des sujets que je jugeais importants. Donc, le CRM et la vision du client, et pas une vision égocentrée sur la marque. Super. Et si tu avais un dernier mot à nous dire, à nous partager, tu aurais envie de dire quoi pour justement tout ce que nous avons partagé aujourd'hui? Je pense que le post-Covid, ça va être il y a 2 choses. C'est la filière va être bouleversée. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'en relèveront pas, et donc je suis pas sûr qu'elles puissent être capables de redémarrer très vite. Et pour autant, je pense qu'il y aura un besoin de voyage d'ailleurs et d'air frais chez les gens qui va être considérable. Hein. Le monde a été bloqué pendant 2 ans. Je pense qu'il y aura un effet de rattrapage qui va être évident. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le point de vue de professionnels du secteur, que ce soit des agences, que ce soit journalistes, que ce soit des réceptifs, que ce soit du monde de l'hôtellerie, et ça a permis aussi de partager ces particularités. Thibaut, qui aujourd'hui, effectivement, je rêve, mais qui pendant de nombreuses années a accompagné la stratégie client auprès d'assurance, auprès du monde de la téléphonie mobile et encore plein d'autres secteurs d'activité. On s'est croisés dans d'autres vies. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir rassembler ensemble nos prises de recul, et on voit que quelque part, on a tous le même souci d'attention, de passion, d'écoute, d'envie,
Et donc, et en même temps, c'est des métiers qui ne s'improvisent pas, qui ont besoin d'outils, qui ont besoin de rigueur, qui ont besoin de métriques. Thibaut parlait tout à l'heure d'NPS. Alors voilà, c'est des choses qui sont pas, voilà, le Net Promoter Score, ce sont des éléments particuliers. On pourrait continuer à échanger si vous avez des questions particulières sur les outils, sur les métriques qu'utilisent les professionnels de la relation client, et voir comment au quotidien on peut se les approprier et faciliter la relation, l'analyse et l'accompagnement, ou modifier notre propre politique de management au sein de notre quotidien, au sein de notre organisation. Ce sont des éléments qui sont intéressants. Bon, en tout cas, merci à tous. Et puis, on laisse la parole à tous les spectateurs qui nous suivent depuis quelques minutes. Merci à tous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour vous répondre. Nous voici de retour, tous ensemble. Écoutez, l'objectif maintenant est merci déjà d'avoir écouté attentivement notre préambule. Je vous invite à nous accompagner et à échanger avec nous, avec Virginie et l'ensemble de l'équipe, et notre invité Thibaut, pour prolonger les réactions que vous avez pu voilà, que cela a pu évoquer. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de réflexions autour des ambassadeurs, mais il y a sans doute plein de réflexions à voir ensemble. Donc, je vous laisse avec Virginie voir comment on va animer la suite de nos échanges. Oui, exactement. Alors, ça a été riche et on a vu énormément de réactions, énormément de commentaires. Donc, ça, c'est super et merci à vous. Et effectivement, on va faire en sorte de vous répondre, en tout cas, d'avoir un échange. Et puis aussi, si vous souhaitez, encore une fois, vous-même prendre la parole, avec plaisir pour pouvoir échanger avec vous en direct live, comme on le dit. Donc, déjà, merci Tristan, Cathy, Eric, Cyrielle, Alexandre, François et Corinne. Et en fait, c'est vrai qu'il y a différents points qu'on a abordés. Et grosso modo, il y a quand même des points qui sont ressortis. Donc, pour tout ce qui est fidélisation, SAV, effectivement, il est important d'avoir le sentiment pour le client de se sentir unique. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure, le côté émotion qui était vraiment capital. Concernant les ambassadeurs, justement, il faut aussi avoir ce sentiment d'appartenance pour pouvoir porter une marque de manière, spontanée. Et ça, c'est important puisque on a vu passer effectivement dans les commentaires et retours que le côté ambassadeur spontané n'est pas un influenceur. Donc, c'est vraiment deux choses effectivement distinctes. Et je pense que ses propres clients peuvent être vraiment des vrais leviers pour sa marque. Le côté expérience digitale, évidemment, et ça, c'est très important de se poser la question, est-ce que c'est un coût ou un investissement? Je pense que aujourd'hui, on devrait vraiment se dire, et ça, chacun, évidemment, c'est propre à chacun, que c'est plutôt un investissement puisque l'idée, c'est d'avoir un retour sur investissement par rapport à nos actions digitales. Et il y en a évidemment de belles, et notamment la partie podcast audio-visuel qui va justement mettre en avant ce côté émotionnel, ce côté on se met dans une situation, on imagine, on est dans l'imaginaire, et ça, c'est vraiment super pour l'après-voyage et pour penser à ensuite le futur voyage. Et on en a parlé tout à l'heure, Tristan, justement, disait que ça pourrait être intéressant de créer des métriques du travel experience. Ça peut être un nouveau projet, un projet à venir. Donc, en tout cas, là, on a vu beaucoup de remarques, pas encore beaucoup de questions. N'hésitez pas encore à en poser. Juste petit aparté, l'ensemble du webinaire évidemment sera diffusé sur la chaîne YouTube de Respire. Donc ça, n'hésitez pas évidemment à revenir sur la chaîne. Ensuite, on a eu des remarques vraiment très judicieuses à chaque fois. Par exemple, Sylvie qui a dit qu'il fallait pas écarter effectivement les principales actions qu'on pouvait faire envers son client pour la fidélisation, pour qu'il se sente unique, en l'écoutant, en étant dans la compréhension, dans l'attention. Et ça, c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir une base solide de confiance. Donc ça, c'est vrai que Sylvie, qui a partagé très très rapidement son avis, nous a donné effectivement cette perspective qui est intéressante.
Une autre perspective, je balaye un petit peu les points importants qui pouvaient être relevés. Une autre perspective qui est intéressante aussi, c'est celle de Frédéric, qui a dit concernant l'ambassadeur, et Tristan, tu le disais tout à l'heure, effectivement, on en a beaucoup parlé et je pense que c'est un gros levier. En fait, il disait qu'il y a 72% des clients qui ont une bonne expérience avec une marque, vont effectivement parler au moins à 6 personnes autour d'eux. Et en général, en plus, c'est des personnes de confiance. Donc, vraiment, encore une fois, c'est le côté très levier, très important pour tout le monde. Donc, grosso modo, voilà un petit peu les différents points. Il y en a d'autres, hein. Donc, n'hésitez pas à intervenir chacun. Je vous laisse la parole. En tout cas, je rebondis sur une question qui vient d'être posée. Peut-être que François, tu pourras rebondir. S'il y a quelques exemples de podcasts à les visiter, à les écouter pour nous inspirer. Ceux que tu évoques et bien évidemment ceux que tu connais parce que oui, déjà on est 2 podcasteurs ici. Corinne donc fait des podcasts, elle fait ses cartes postales sonores où elle met vraiment en valeur une destination, donc ça c'est super. Moi c'est plus axé sur le tourisme positif et sur les différents aspects de tourisme. Il y a plusieurs autres podcasteurs qui font des destinations plus axées vers le touriste, etc. Ce qu'on va vous proposer, c'est de vous mettre des liens sur le chat, là. Et comme ça, vous pouvez cliquer et vous écoutez et vous faites votre propre choix. Voilà. Quelques exemples de liens, ça pourrait être sympa, oui, effectivement. Exactement. Donc, je vous prépare ça et je vous mets ça dans la chat. Super. J'aurais peut-être quelques questions à te poser, Thibaut. Est-ce que tu peux peut-être, en synthèse, tu sais, lors de nos débats, tu as évoqué le Net Promoter Score et voilà, il y a quelques jargons dans le monde de la relation client quand on travaille dans le pilotage d'une stratégie client. Est-ce que tu peux donner de manière assez synthétique et peut-être de simplifier pour que ça soit compréhensible à tout le monde, quels sont oui, on appelle ça des métriques, mais en tout cas, quels sont des éléments de quantification ou de soucis sur lesquels on peut s'appuyer assez facilement lorsqu'on évolue dans un métier tel que le métier du voyage. C'est des éléments que vous retrouverez assez facilement sur Internet, hein. On peut avoir, je veux dire, trois niveaux d'interrogation. Le niveau le plus ancien, c'était la satisfaction. Est-ce que vous êtes satisfait de ? Bon, ok. On s'est rendu compte que la fidélisation des clients satisfaits était finalement assez faible. D'où des nouveaux indicateurs qui sont arrivés, et notamment le NPS, qui est un système qui a un intérêt qui est neutre par rapport à l'activité. Donc, ce sont les promoteurs, donc les notes, c'est une notation sur 10, les notes 9 et 10, moins les détracteurs, et on laisse de côté, on laisse de côté les neutres. Et là, c'est un engagement qui est plus fort, qui est demandé au client. C'est pas est-ce que tu es satisfait, c'est est-ce que tu es prêt à t'engager, à promouvoir, à reconnaître cette marque, ce service, etc. Et puis, il y en a un plus récent qui est arrivé, qui s'appelle le Customer Effort Score. Je prenais l'exemple quand j'explique ça à mes équipes en disant la meilleure boulangerie de Paris, si le pain est pas cher, mais qu'il faut monter dans un immeuble de 10 étages sans ascenseur, ça a beau être le meilleur pain de Paris, personne n'ira l'acheter. Donc, le Customer Effort Score, c'est de dire au client, finalement, mon service, ok, il est bien, vous le recommandez, mais quel est l'effort que ça vous a demandé ? Ça va pouvoir l'élever. Donc, en fonction de votre situation, vous allez pouvoir utiliser ces différents indicateurs qui répondent à différents sujets. Et après, je vous dis, il y a toute une littérature très riche sur le sujet, donc n'hésitez pas à la consulter. Et il y avait une question qui était, est-ce qu'il existe des outils simples quand on dirige une agence ou quand on est
Est-ce qu'il existe des outils simples qui nous permettent de pouvoir plus facilement manager sa clientèle, ou en tout cas essayer de faire des évaluations, essayer de qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Alors, oui, mais j'ai vu tout à l'heure dans l'outil, c'est le moyen. À quoi ça va servir? Qu'est-ce que j'en fais? Et donc, les vraies questions d'abord, c'est pourquoi je fais une enquête? Est-ce que j'ai vraiment l'intention de regarder les résultats, les utiliser, etc. C'est vraiment des questions primordiales. Après, oui, il y a plein d'outils. Il y a 2-3 sociétés françaises, notamment, qui sont très, très, très performantes sur le domaine. Donc, c'est assez simple et à des coûts très modestes. Il y a même des systèmes gratuits en ligne où voilà, on peut faire des choses à très bas coût. Mais avant tout, pourquoi je fais ça et comment je le fais? Oui, c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs quand on fait des pilotages de performance. Tu te rappelles, on évoquait ces points-là dans d'autres vies. C'est d'identifier la finalité. Et c'est une fois qu'on a identifié la finalité qu'on produit des sources d'informations ou des sources de données qu'on transforme en informations. Dans une de mes anciennes sociétés, j'avais 300 000 retours par an, absolument jamais inexploités. C'est-à-dire qu'en fin d'appel, dans l'outil de téléphonie, on donnait la possibilité aux clients de noter satisfaction en direct. 300 000, tout le monde rêverait d'avoir autant de retours et c'était absolument pas exploité. Justement, Thibaut, il y a une question de Frédéric liée à justement tout ce qui est CRM et les questionnaires et tout ça. En fait, il dit la voix du client à chaque point de contact via le CRM permet effectivement aussi de connaître le client sans l'obliger à compléter des tonnes de questionnaires. Et toi-même, tu disais que Oui. ça dépend du questionnaire et ça dépend de la situation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il a tout à fait raison. Quand je reçois un questionnaire parce que j'ai fait un séjour à la montagne et qu'on me demande où est-ce que je suis allé, c'est extrêmement agaçant. Moi, ce que j'aime bien, c'est des questionnaires simples, mais avec, vous savez, une sorte de menu déroulant qu'on peut ouvrir ou pas selon l'envie. Je peux répondre à 3-4 questions, et si je le souhaite, je peux creuser et aller plus loin. Donc, j'ai à la fois l'envie de dire, OK, je réponds à la question, parce qu'aujourd'hui, on répond, il y a des boutons partout dans les gares, on note ses amis sur Facebook, sur TripAdvisor, partout. Voilà, on met des notations partout. Donc, comment ne pas décourager, quand même, avoir ce premier ressenti? Est-ce que ça s'est bien passé? Et tout à l'heure, quelqu'un disait, mais ça vaut le coup de passer un coup de fil. Oui, je pense que c'est un peu mon propos tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en fais si je ne suis pas capable de me dire, ce client-là, peut-être que ça vaut le coup de le rappeler, et là, je crée une vraie différenciation. C'est-à-dire, j'ai un questionnaire, j'ai une réponse ou très positive, et dans ce cas, je le remercie. Je pense à Pépette qui vend des aliments pour chiens, voilà, qui m'a recontacté suite à un élément, un post positif pour eux, mais aussi d'être capable d'aller gérer le pépin pour le transformer en pépite. C'était écrit tout à l'heure dans Tristan écrivait ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en fait et quels sont on peut pas se dire c'est que ça coûte pas cher, j'ai envoyé quelque chose, mais derrière, je n'utilise pas tout ce retour, cette matière première pour justement construire ce que j'ai envie de construire. Oui, et justement, toujours, pardon, dans la même thématique de l'après, toujours, il y a Annick qui fait une remarque en disant que le taux de satisfaction du client est très utile pour mettre en avant évidemment une marque, une agence, une destination. Et le client est aujourd'hui très sensible au taux de satisfaction pour l'acte d'achat, car ça le rassure. Tu es d'accord avec ça, j'imagine? Je vois tu hoches. Alors, oui et non. Ouais, on sait qu'il y a beaucoup notamment à Maurice, à Madagascar, on peut acheter des gens qui vous créent des avis toute la journée. Donc après, voilà, il y a la crédibilité de l'avis. Ouais. Donc oui, c'est essentiel, je suis tout à fait d'accord, c'est extrêmement rassurant, mais la crédibilité de l'avis est aussi un élément clé de rassurance. Comment on arrive bientôt.
D'accord. Ouais, donc de toute façon, c'est vrai que l'avis, c'est évidemment si la personne a l'impression que l'avis est pas un avis réel entre guillemets, ça peut au contraire être très contre-productif. Donc, il faut que la personne pense quand elle regarde les avis et les retours qu'il y a évidemment une crédibilité, comme tu le dis. Donc ça, c'est super. Je prends par exemple Airbnb. Ouais. Les avis sont modérés. Et tout avis négatif, généralement, passe à la trappe. Ouais. Pour montrer le monde merveilleux de Airbnb. Donc, il y a un moment, quand tu sais ça, tu le comprends, voilà. Le système perd sa crédibilité. Et du coup, je sais que je ne lis plus les avis Airbnb parce que je sais que seuls les positifs sont laissés en place. Ouais, mais d'ailleurs, il existe, comme quoi chaque problème a une solution. Il existe des sociétés qui se créent justement pour vérifier les avis, comme Vérif. Oui, c'est pas si. Alors, je vois, bien sûr que tout n'est pas là sur Airbnb, tout n'est pas. Évidemment, c'est que des avis positifs. Mais voilà. Dans ma vie, j'ai travaillé dans un hôtel. Je peux vous assurer que on arrivait à avoir à laisser en place les avis positifs et de dissuader les avis négatifs. Ouais, il y a un sujet, je me permets de faire des parallèles avec nos activités en dehors du marché du voyage. Par exemple, dans l'accompagnement et dans les services clients, il y a des actions qu'on appelle les welcome calls qui sont systématiquement, on contacte un client à la fin de l'utilisation de son service, d'un cycle de service. C'est systématique. C'est un point qui est intéressant pour deux niveaux. Le premier niveau, c'est bien évidemment d'avoir un recul sur son ressenti, mais le deuxième niveau, il est assez, il est tout aussi efficace et normal. C'est la moindre des choses. C'est de l'appeler pour montrer votre attention, pour continuer à rentrer en relation et pour passer des messages. Et donc, un des conseils que je pourrais vous partager, c'est d'avoir un déclic permanent, systématiquement, 1 semaine, 10 jours après le voyage, prendre des nouvelles auprès de vos clients. Ça paraît tout à fait, j'imagine que tout le monde le fait, mais c'est voilà, des éléments de B.A.-ba, et il y en a pas mal de cet ordre, hein. L'autre point qui est assez rigolo, il y a, quand vous allez dans un service client, et ils sont pas tous en dehors de France, Thibaut, tu en es témoin parce que tu en diriges un aujourd'hui en France. Il y a deux notions qui sont rigolotes, qui sont assez sympas en tout cas. La première notion, c'est que lorsque vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une phone room, qui ne fait pas que du téléphone, où il y a différents niveaux d'expertise, bien vous allez voir souvent un mur d'affichage de remontée des clients qui sont d'un côté parfois des grosses réclamations énormes et parfois des remontées, et c'est celles-là qui sont les plus intéressantes. C'est ce qu'on appelle, c'est pour cette raison que j'appelle souvent le pépin en pépite. Il s'est passé quelque chose, je l'ai remonté, je suis pas content. En revanche, j'ai été absolument impressionné par la prise en charge, la responsabilité, l'expertise et le fait que on a été jusqu'au bout pour m'expliquer et donner du sens dans la manière dont les choses ont été prises en compte. Lorsque vous faites ça, vous allez avoir des clients qui sont beaucoup plus fidèles que la majorité silencieuse. Voilà, parce que on accepte le fait que il peut y avoir des situations compliquées. Ça peut être des situations compliquées sur lesquelles vous n'êtes pas directement responsable, mais au moins vous expliquez plutôt que de ne pas rentrer dedans. Il y a une prise de considération, parce qu'effectivement, un client, ça peut être chiant. Mais en même temps, si vous ne le prenez pas en considération, eh bien, il va transmettre une mauvaise parole et qui va mettre en porte-à-faux l'ensemble de l'image de votre entreprise. Thibaut, je suis sûr que tu as plein de réflexions sur ces sujets.
Voilà, tu me prends un peu de cours. Sur le welcome call, je suis tout à fait d'accord. On pratique dans notre entreprise. Ça permet de mesurer à la fois ta performance et il y a un vrai sentiment de prise en compte, de personnalisation qui est réel. Alors, ça prend du temps, c'est vrai. Quelquefois, on a des clients trop gentils, très longs, mais oui, c'est important. Je dois avouer que là-dedans, tu me prends un peu de cours, j'ai pas comme ça. Alors, j'ai une question, si tu veux, Thibaut. Excuse-moi. Une question sur les avis, en fait. Il y a eux, alors je ne sais pas si c'est Émilie, Eric, enfin c'est E.Charenton qui pose la question, qui dit en fait le rappel client suite à un avis négatif peut être une bonne surprise pour le client. Ça le surprend dans le bon sens. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est extrêmement coûteux, mais oui. Ouais. C'est-à-dire qu'une réclamation, généralement, c'est au moins 1 heure, quoi. Entre le moment où tu enquêtes sur ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, etc., etc. Mais c'est quand même riche pour comprendre d'où viennent les dysfonctionnements chez toi. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est très coûteux. Mais bon, c'est vrai qu'il se sent vraiment écouté, considéré. Donc, quelque part, ça inverse la balance de sa déception et il se dit, bon, ok, j'ai eu une déception, mais bon. Et quelquefois, il retire son avis négatif, il enlève son tweet, il efface son message Facebook, ce qui est quand même le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, avec l'Internet, qui n'a plus d'oubli quasiment. Et c'est-à-dire que tu prends un restaurant, un avis négatif d'il y a 10 ans, il est toujours là quasiment. Donc, c'est essentiel d'avoir une maîtrise de ces publications. Oui. Alors après, il y a… Oui, pardon. Tristan. Non, j'allais rebondir sur le fait que l'ensemble de l'équipe n'avait pas eu l'occasion d'échanger en direct aussi avec Thibaut. On a tous travaillé sur le sujet de l'expérience client dans son ensemble. Donc, bien évidemment, Eric, Cyrielle, François, Vantaille, Cathy et tous ceux du groupe expérience client. J'en profite au passage pour vous dire que nous avons bien évidemment la volonté de poursuivre. On a travaillé sur le avant, le pendant, le après. On a identifié des personas je dirais, en amont de la préparation des EGT du tourisme par Respire, et nous allons continuer à réfléchir et produire de la réflexion pour le bien de la profession. Et donc, je vous engage à garder le contact avec nous pour ceux qui souhaitent continuer à travailler sur ce sujet passionnant et qui est le parcours client dans le monde du voyage. Voilà. Mais si effectivement certains de nos membres de l'équipe expérience client ont des questions à poser, n'hésitez pas de le faire directement. Oui. Sortez de la caméra. Non, moi, j'ai pas une question, mais j'ai un partage d'expérience. Quand je dirigeais des hôtels pour une chaîne internationale, on faisait ces fameux questionnaires. Et on avait 75% des questionnaires, c'était des cases à cocher. Et on s'est rendu compte que, ça servait à quoi? C'était juste un exercice corporate. Et les clients qui recevaient, qui écrivaient du négatif ou quoi que ce soit, on n'en faisait rien. Et c'est dans les hôtels, mais c'est aussi, moi j'ai vu ça quand j'ai acheté ma voiture, j'ai pas été satisfait par le service, j'ai écrit à Citroën, je n'ai jamais eu de réponse. Et ce qui fait que ça crée une frustration plus importante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je dirigeais à l'époque un hôtel qui était très espacé sur plusieurs hectares de terrain, et on s'est rendu compte que les 25% qui restaient, ou quand il y avait un client qui avait pris le temps d'écrire quelque chose et non de cocher une case, eh bien on s'est amusé à vraiment prendre le temps de les lire, de les analyser et de faire quelque chose avec. Et ça nous a permis plusieurs choses. Déjà, à renforcer notre lien avec le client. Quand il y avait un problème, on pouvait soit essayer au moins de le régler pour lui, et si ce n'était pas possible pour lui, pour le prochain. Et ensuite aussi d'un aspect opérationnel, c'est-à-dire comment on organisationnait notre travail, de quelle manière, et quand il y avait un problème, comment on réglait ce problème.
Est-ce qu'on le réglait d'une manière globale ou d'une manière beaucoup plus précise, etc. Et il y a eu un impact positif opérationnel d'un aspect coût. C'est-à-dire que là, on s'est rendu compte qu'on dépensait moins d'argent parce qu'on utilisait ces 25% d'une manière beaucoup plus intelligente. Et ensuite, d'un aspect client, même si on n'avait pas réussi à satisfaire ce client à ce moment-là, les suivants, on voyait notre taux de satisfaction. Et donc, on a utilisé TripAdvisor comme un indicateur de performance, tout en sachant que j'ai un avis partagé sur TripAdvisor. Et à l'époque, on était le 4e ou le 5e sur notre destination. Et au bout de 6 mois, en utilisant seulement les commentaires des clients écrits, on est monté à la numéro 1. Et ce qui veut dire que ce n'est pas une question de quantité ou quoi que ce soit, c'est vraiment une question de qualité et qu'est-ce qu'on en fait avec, qui est essentiel. Et pour ça, je crois qu'il est important, quelle que soit l'organisation, c'est de définir quelle est l'intention derrière ce questionnaire. Est-ce que c'est juste pour l'histoire de, ou c'est vraiment quelque chose de sincère? Voilà. Pour compléter ce que tu dis, François, la place de la direction est essentielle. C'est-à-dire, est-ce que ces réclamations vont être traitées par un service charmant de piou-piou bien intentionné ou il y aura régulièrement une remontée au comité de direction de ce qui se passe. J'ai eu plusieurs sociétés où on commençait le comité de direction par la lecture d'une insatisfaction client, des choses comme ça, etc. Donc, la prise en compte par la direction et quelquefois la satisfaction, parce qu'on se faisait plaisir en lisant aussi des courriers de gens satisfaits, c'est essentiel. Parce que quand on se débarrasse de la réclamation par un service idoine, etc., on est sur la mauvaise piste. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Thibaut, c'est depuis plus d'une dizaine d'années le sujet du management des verbatims, des nuages de mots, qui permettent de pouvoir identifier, on va dire, des politiques de priorité dans les procédures, dans la remontée des informations vers les services concernés, souvent pour des grandes marques. Il y a eu des modifications de produits, de services, parce qu'on a identifié un certain nombre de mots-clés, on les manage, on les suit par le biais de verbatim, c'est-à-dire techniquement, quelles sont les phrases qui reviennent le plus souvent, et on les instrumentalise pour pouvoir forcer, parce que après on va nous dire non mais vous êtes bien gentil le service client, hein, vous nous remontez des trucs, mais pendant ce temps-là, il faut faire vivre la marmite et il faut. Mais à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la voix du client, hein, c'est-à-dire qu'on identifie, on quantifie, et je sais que Thibaut était très fort dessus, c'est-à-dire à un moment donné, tu revenais à la charge sur le directeur général d'une très grande marque française en disant oui, attendez, c'est pas possible. Vous pouvez pas laisser passer. Regardez ce mois-ci, il y en a encore eu 662 qui ont parlé du forfait total machin. 662, voilà. Et donc, à force, on s'aperçoit que ça a eu des impacts. Et donc, comme quoi, il faut être extrêmement attentif aux mots-clés, aux verbatim et aux remontées effectivement des clients. Et donc, parfois, lorsqu'on griffonne sur un post-it quand on discute avec un client, il faut pas oublier d'identifier des mots-clés parce on les entend toute la journée, on n'a pas l'habitude, enfin, on prête de moins en moins attention, et à un moment donné, on se rend compte d'un certain nombre de choses. Je peux passer sur 2 sujets. Il nous est arrivé, moi je l'ai vécu, je ne sais pas si Thibaut l'a vécu, mais de savoir en temps réel pour une grande chaîne de télécrypté qu'il y avait une chaîne qui avait été prise d'assaut par des hackers, qui était à l'époque TV5 Monde. On l'a su en temps réel. On a averti la direction de la diffusion alors qu'ils n'étaient même pas encore au courant. C'est-à-dire que c'est les clients en temps réel qui nous remontaient des informations. Ou un badge qui a fait que pour un opérateur téléphonie mobile, il y a eu 12 500 clients qui avaient été prélevés de 450 € dans la nuit. Et donc, voilà l'importance de la réactivité. C'est-à-dire que on remonte cette information à 10 heures du matin et à 13 heures, on avait mis en place une task force immédiate, totale, avec des procédures qui ont permis tout de suite
de rectifier le tir qui aurait pu être le soir même nos informations, et c'était la plus grosse inquiétude qui avait été mise en place. Et comme quoi, il y a un vrai rôle à jouer dans la réactivité que peut avoir une relation client post-réalisation du service. Et en complément de ce que tu dis, Tristan, les centres sont aussi les révélateurs des signaux faibles. Parce que effectivement, à une fréquence pas si courante, mais qui peuvent avoir quand même des impacts qui sont non négligeables, et être capable d'être à l'écoute de ces signaux faibles, c'est important. Et je voudrais rajouter un point, parce que là, j'ai vu dans le chat un point qui a été mis en avant par, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Charenton, mais qui est important aussi, c'est que le questionnaire client ne doit pas être le seul vecteur d'information. C'est-à-dire que la remontée des employés aussi par rapport, qui eux sont en contact direct avec les clients, est essentielle pour justement croiser ces informations et peut-être aussi avoir une capacité d'agir positivement ou négativement, mais enfin l'intention, je pense qu'elle est positive, d'aller d'avoir une perception beaucoup plus précise de la situation. Et ça aussi, c'est important, et je trouve que souvent dans des entreprises de plus grosse taille, on oublie un peu aussi cette information qui est là, qui est présente de la part des employés qui sont en contact direct avec les clients. Oui, mais c'est un vrai sujet. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres rendez-vous, et on en a parlé beaucoup aussi dans la préparation du groupe Expérience Client, ce qu'on appelle dans notre jargon les points de contact. Les points de contact, ce sont toutes les zones de connexion avec son marché. Quels sont tous les points de connexion avec son marché, et c'est parfois en fin de compte, ce que je veux dire là, c'est qu'il y en a énormément. C'est un collaborateur. Un client est un point de contact avec un autre client ou un prospect. Ça peut aller jusqu'à une affiche dans un parking, et il y a des histoires assez succulentes comme ça. C'est-à-dire que on oblige, quand on audite une grande entreprise dans sa stratégie client, on décortique tous les points de contact, parce qu'il y a ce qu'on appelle des points de contact entrants, des points de contact sortants, des points de contact réactifs. C'est-à-dire que comment on identifie la différence qu'il y a entre des points de contact qui parlent à plusieurs personnes ou qui parlent de manière directement à une seule personne. Donc le one-to-one, le one-to-few, le one-to-many. Comment on réagit effectivement à des interactions, comment on réagit dans des forums. Je me rappelle qu'il y avait des forums secrets au sein de chez Canal, et donc on se battait tous pour voir comment on pouvait intégrer ces forums secrets pour savoir ce qui se passait dans ces forums secrets, parce que c'était des points de contact à part entière. Et à un moment donné, ils s'en amusaient, c'est-à-dire qu'avant de commencer à mettre le bazar dans des forums plus ouverts, ils savaient très bien qu'il y avait plein de petits sous-marins qui tournaient autour de ces forums un peu fermés, et donc nous, ça nous permettait de rectifier le tir, de transmettre des informations à la direction sur telle ou telle offre. Donc c'est assez rigolo, et effectivement, quand on parle de points de contact, il y a tout un tas de choses. Il y a le site internet, on parle de TripAdvisor, il y a les avis, il y a énormément d'éléments d'information qu'on doit suivre dans les points de contact, et c'est un vrai management à part entière. Il y a Eric qui veut poser une question à Thibaut. Oui, j'ai une petite question, Thibaut. Spécifiquement suite à ce qui se passe dans le Covid, en termes d'expérience client, de service après-vente, il y a les compagnies aériennes qui ont été bien attaquées. Et alors que ce soit en B2B, en B2C, on a pu constater tous des mauvaises expériences. Il suffit aussi d'aller sur un chatbot et de voir comment c'est ridicule, poser 2-3 questions et de voir les réponses. Ma question par rapport à ça, je voudrais avoir ton sentiment. C'est est-ce que d'après toi, les compagnies aériennes, globalement, le secteur, ils sont mauvais dans ce domaine, ça m'étonnerait. Ou alors, est-ce que c'est une volonté de leur part de mettre à côté le service client en disant nos moyens, on les met pas du tout là-dessus, peu importe ce que pense le client, de toute manière, c'est le prix qui est principal, et on lui laisse pas le choix. Quel est ton sentiment sur le sujet? Micro.
Micro. Ah, Thibaut, ton on micro. s'entend pas. Oh merde. Pardon. Merci. J'étais plutôt sur le point 2, mais après, les stratégies sont très différentes. Ryanair, c'est sur une économie de coût maximal, ils sont à 3 centimes du kilomètre à Ryanair. Là où des compagnies plus compétentes sont plutôt à 6 centimes, et un Air France KLM est à 9 centimes du kilomètre par passager. Il y a aussi clairement une certaine mauvaise foi. Hier, il se trouvait que j'ai fait un blablacar avec une cliente de Ryanair. Il me disait, voilà, j'avais prévenu d'aller au Maroc. Je sais que le Maroc est fermé, mais ce n'est pas moi qui vais annuler le voyage, c'est eux. Sinon, je sais que je ne serai jamais remboursé dans les délais. Et donc, la cliente, plutôt que d'annuler son vol, parce que voilà, les vols vers le Maroc sont annulés et attendre pendant des mois son remboursement, a préféré que ce soit Ryanair qui, après 17 messages de confirmation, de demande d'enregistrement, lui dise non, finalement, vous ne pouvez pas y aller, on vous rembourse. Donc, quand tu entends ça, c'était ce que j'ai entendu hier, et tu comprends que on n'est pas dans une bonne foi avec le client. La difficulté des compagnies aériennes, c'est de faire accepter la valeur perçue et sa valeur. Et aujourd'hui, c'est un métier où finalement cette valeur n'a plus de prix. Et du coup, à partir du moment où ta valeur n'a plus de prix, c'est difficile de se différencier. Et un service client, ça coûte cher. Et effectivement, ton cercle infernal est lancé. Oui, c'est un vrai sujet. C'est bon. Tu as tes réponses? Oui. Bon, en études, c'est compliqué comme sujet, mais c'est la parole à d'autres. Oui. C'est sûr. Moi, j'ai une question qui n'est pas de moi, mais qu'on a un peu zappé, de Frédéric Benazek, qui demande: est-ce que questionner régulièrement le même client parce qu'il est fidèle et donc revient régulièrement et rachète est pertinent? Thibaut, peut-être, tu pourrais nous éclairer? Thibaut est figé. Oui, Thibaut est sorti. Ça y est, je suis revenu, voilà. ça a coupé. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. En fait, il y a des questions qu'à l'instant Cathy a relevées. Tu peux reposer la question, Cathy, si tu veux. Alors, est-ce que questionner régulièrement le même client parce qu'il est fidèle et donc il revient et qu'il rachète est pertinent selon vous? Alors, c'est un peu oui et non. Oui, si vous êtes capable de lui poser les bonnes questions. C'est-à-dire que si votre CRM fait que vous voyez, vous lui montrez que vous avez une vraie connaissance et que vous ne lui posez pas 17 fois la même question, oui, bien sûr. Mais si après vous lui renvoyez le même questionnaire standard, non, c'est une catastrophe. Donc là, le rôle du CRM est clé pour pouvoir justement questionner le client sur les bonnes choses et pas 17 fois le même questionnaire, parce que dans ce cas-là, ça montre bien que vous ne tenez pas compte de son avis et que vous ne le connaissez pas. Oui, par contre, si vous êtes capable de faire évoluer vos questions, pourquoi pas? Comme d'ailleurs souligne Carole, justement, elle dit s'il y a une vraie interaction, une volonté de co-création, évidemment, il faut que la personne se sente en phase avec la marque. J'ai encore une petite question pour Thibaut. Là, on a parlé beaucoup de volonté de fidéliser le client, ça semble assez évident dans le tourisme. Mais toi, Thibaut, qui a bossé, parce que j'ai vu pas mal chez les opérateurs téléphoniques, on a souvent l'impression que leur stratégie, c'est le contraire, c'est de tout faire pour pas fidéliser et pousser chez le concurrent. Comment tu analyses ça? Ça, sincèrement, je pense que c'est fini. Alors, faut pas oublier je sais pas si tu parles de téléphonie fixe ou mobile. Mobile. Tout à l'heure, je parlais je sais pas quand est-ce que j'ai coupé sur les opérateurs, l'aviation, la valeur perçue. Je rappelle que pendant très longtemps, votre opérateur vous a offert un téléphone qui valait 500-600 euros. Et cette valeur, comme c'était gratuit, ce téléphone n'avait plus de valeur, en fait. Et donc, c'était un métier qui était infernal où finalement, il y avait beaucoup de valeurs qui étaient données au client, mais qui n'étaient pas reconnues par ce client-là.
Et c'est pour ça que petit à petit, le modèle a évolué. Aujourd'hui, moi, j'ai eu ma première, j'en rêve hein, en tant que directeur de la relation client, mais ma première expérience d'une société qui m'appelle pour me faire des vraies économies sur un contrat que j'ai signé avec elle, et il se trouve que c'est Orange. Qui m'appelle en disant Monsieur Constant, votre contrat n'est plus adapté, on peut vous offrir ci, ça. Et j'étais à la fois content et tellement méfiant, si tu veux, en disant là, c'est quoi cette arnaque, je vais être encore engagé pendant 10 ans, je sais pas quoi, etc. Et donc, je pense que voilà, Orange, en tout cas, l'affaire, ça n'existe pas dans le monde de l'assurance. Tu as une assurance auto, tout risque, ta voiture a 10 ans, elle ne vaut plus rien. Il n'y a pas un assureur du marché qui va t'appeler pour te dire, écoutez, monsieur, Eric, ta voiture, là, elle est mal assurée, il faut que tu changes, etc. Résultat, tu achètes une voiture neuve et l'assurance est 4 fois moins chère que pour ta poubelle, donc tu comprends pas et tu t'en vas. Mais en attendant, tu es pensionné pendant 10 ans. Après, Thibaut, pardon, tu sais aussi que c'est lié à la densité concurrentielle. Free donne le là sur un certain nombre je dirais de démarches de produits et cela-là influence tout le reste des marques. On voit que tu parlais d'Orange, on voit que Orange a donné le là sur un certain nombre de postures en stratégie client et c'est cet engagement qui a fait que effectivement ça a une influence sur petit à petit aussi dans cette force concurrentielle et ça oblige et donc je pense qu'un jour ou l'autre et quand le marché deviendra beaucoup plus fort concurrentiellement parce que tu le sais il y a un gros jeu de dupes dans le monde de l'assurance on va pas parler d'entente mais il y a un jeu de dupes quoi. Il y a une organisation, le montage est fait d'une manière particulière et donc effectivement c'est l'intérêt de tout le monde d'être dans cette démarche, c'est l'intérêt de tous. Et donc le premier qui rentrera dans une logique de cet ordre-là, automatiquement changera une nouvelle donne qui impliquera effectivement un niveau de marge plus faible pour tous. Et il y a déjà une entreprise qui est rentrée, c'est la Maïf. Hein. Oui, tout à fait. La Maïf est rentrée dans cette démarche-là. Je crois que la duration de vie d'un client, c'est 15 ans. C'est ce qui est juste exceptionnel. Après, je suis pas sûr qu'il y ait que l'aspect concurrentiel. Tu as tout à fait raison, ça y contribue fortement, mais je vais reprendre un exemple d'une chaîne cryptée très connue, qui n'a pas forcément eu beaucoup de concurrence, qui était sur un segment, mais qui s'est retrouvée avec, en voulant fidéliser, proposer des offres avec 30% de réduction. Ou je sais plus, un mois gratuit ou moitié prix, je sais plus exactement quelle était l'offre. Et comme je le disais tout à l'heure, l'Internet se souvient. Maintenant, la com, les informations, les bons plans se partagent aussi et Internet y contribue. Et à une époque, je ne sais pas du tout où ça en est aujourd'hui, plus d'un tiers de son parc était en offre de fidélisation à moitié prix. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, le client appelait en disant « Bonjour monsieur, je voudrais résilier ma chaîne cryptée. Ah, écoutez, je vous propose moitié prix. Ok, très bien. » Et puis au bout d'un an, « Bonjour, je voudrais lire, etc. » Et donc, c'est toute la difficulté, et c'est pour ça que j'y pense avec les opérateurs téléphonie, c'est de comment mieux récompenser le client fidèle que le nouvel entrant. Et c'était toute la difficulté de la téléphonie où on t'offrait un téléphone, un abonnement à meilleur prix pendant 1 an, etc. Et le client fidèle, lui, il se disait, mais attends, moi, on ne me propose pas de changer mon téléphone, je paye le max du prix, etc. etc. Et ça, ce changement-là, il est en train de se faire, il s'est fait dans la téléphonie. Oui, et puis il y a un autre dernier point qui me semble intéressant en termes qui est parfois surprenant. Ce qu'on appelle aussi dans le monde de la relation client la vente conseil. Il se trouve que lorsque vous avez un produit qui est peut-être plus cher, qui est peut-être pas obligatoirement celui que votre client ou votre interlocuteur est venu chercher, eh bien, si vous ne le proposez pas parce que vous êtes pris dans le fait que c'est un peu plus cher, que c'est pas ce qu'il demandait, eh bien,
on considère souvent dans le monde de la relation client que c'est une faute professionnelle. Parce que quelqu'un va arriver 2 heures après et va rentrer en contact, va véritablement proposer le produit qui semble professionnellement le plus adapté ou le service qui va être plus adapté et va proposer des solutions de contournement, que ce soit en facilité de paiement, que ce soit un certain nombre de points d'autres ou autres. Et on s'aperçoit que la vérité est aussi d'être dans son niveau d'expertise systématiquement franc, honnête, transparent, et dire non, ok, vous souhaitez prendre ça, mais regardez, il y a telle ou telle situation, et c'est pour cette raison, c'est pas parce qu'on va spécialement gagner plus d'argent, c'est que vous allez être déçu si vous partez dans ce sujet-là. C'est un biais qu'on a tous, hein, c'est-à-dire on évalue les offres à son propre intérêt. J'ai le souvenir dans la téléphonie mobile, une cliente nous appelle pour avoir un forfait, je crois que c'était Cuba, etc., pour pouvoir appeler ses enfants le soir. Et la conseillère au téléphone le dissuade de prendre cet abonnement le forfait qui est bien trop cher, et lui conseille d'envoyer des SMS à ses enfants. Et bon, ben voilà, pour la conseillère au SMIC, prendre un forfait, je sais pas combien il était à l'époque, voilà, ça n'avait aucun sens. Mais pour une maman avocate à Cuba, je pense que c'était pas le sujet. Et donc voilà, éviter de se mettre à la place de l'autre, lui laisser avoir ses propres soucis. Il y en a qui achètent des marques de beurre premier prix, d'autres de luxe. Chacun met la valeur là où il l'entend, et c'est parfaitement respectable. Et effectivement, le moins cher n'est pas forcément le meilleur, et on a le droit aussi de devoir dépenser son argent, pourquoi pas, et notamment dans le voyage. Et est-ce qu'il y a aussi un autre problème où justement on ne comprend plus la valeur des choses? Quand tu vois un billet EasyJet qui est à 35 € pour aller au Portugal et que tu vas dans un restaurant et que tu as 3 plats pour le même prix, est-ce que le consommateur justement n'est pas perdu dans cette notion de valeur? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure dans les compagnies aériennes. Bon, après, quand tu as voyagé avec les genoux au niveau des oreilles pendant 4 heures, je pense que tu te souviens de ton expérience quand même. Mais et que ta valise avait la taille d'une trousse de toilette, voilà. Mais il faut expérimenter pour comprendre d'où vient le prix après. Et que tu es embarqué comme du bétail, que la moindre bouteille d'eau t'est facturée 10 €. Enfin bon. Voilà, tu vois où est le prix au bout d'un moment. Ou si tu fais au bout d'un moment, on le dit souvent d'ailleurs en marketing, au bout du compte, le client en a pour son argent en fait. Et il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que faut pas l'oublier. Effectivement, quand tu voyages, je schématise, hein, mais tu vois une différence entre voyager sur Air France ou voyager sur EasyJet. Et après, ça ne veut pas dire qu'Air France s'est pas remis en cause sur un certain nombre de sujets qu'on ne voit plus et qui ne servaient pas à grand-chose de superflu, et ça a permis d'adapter aussi leur pricing model. Mais à un moment donné ou à un autre, je prends cet exemple, il y en a plein. Hein, au bout du compte, on s'aperçoit que il faut pas l'oublier. C'est que au bout du compte, oui, on en a pour son argent, voilà. Quand c'est cheap, c'est cheap. Moi, je voudrais rebondir, oui, au sujet d'Air France par rapport à ce que tu viens de dire, Tristan. C'est vrai que les clients en agence, quand on leur proposait Air France avant le Covid, bon, souvent on avait des retours en disant non, c'est trop cher, c'est plus cher que les autres compagnies, donc on voudrait que vous nous proposiez autre chose. Et ça, c'est la preuve aussi qu'un excellent service client peut faire renverser la vapeur, en fait, puisque maintenant, on entend beaucoup dire la prochaine fois, je voyagerai avec Air France parce que j'ai entendu dire que les clients qui avaient acheté des billets Air France ont été remboursés immédiatement, alors que nous, ça fait 6 mois et on attend toujours, quoi. Donc, mais tu as tout à fait raison, c'est une question de service global. Je prends mon cas personnel. J'ai quelques clients agences qui ont plus facilement, qui ont réussi à vendre des billets secs
en intégrant mon service dans le coût du billet, et en disant, ben, je vous apporte notre service et notre expertise, et vous allez avoir quelqu'un qui va vous accompagner par messagerie instantanée pendant le voyage. En l'occurrence, c'était des billets secs pour la Réunion, mais c'était une famille de 5 personnes. Ils ont longuement hésité à les prendre par différents sites de billetterie sur Internet. Ce qui a fait la différence, peu importe que ce soit notre service, mais ce qui a fait la différence alors que les billets étaient factuellement plus chers, c'est le service de l'agence de voyage. Le service, le package, le service global. Et qui a été compris et admis par le client voyageur. On a une question de Thierry qui demande s'il n'est pas plus pertinent de sonder les clients non satisfaits que ceux qui sont fidèles et reviennent. Pour moi, en fait, c'est pas pour les mêmes informations. Oui, c'est ça. On manage pas les mêmes informations. Et on les manage pas de la même manière. C'est-à-dire que effectivement, les promoteurs, on va pas les manager de la même manière. Mais ça veut pas dire qu'on va pas les écouter, parce qu'il faut surfer sur ce succès. Mais il faut pas non plus devenir complètement inconscient des 80% des autres clients. Et de surfer uniquement sur les promoteurs, ça peut être dangereux. Donc, je pense que c'est un tout. Mais d'ailleurs, quand on parle de Net Promoter Score, Thibaut, c'est bien ça. Hein, on va identifier ceux qui sont très promoteurs et ceux qui sont très récalcitrants. Et c'est la notion de ces deux-là, c'est le principe du NPS. Hein, c'est la notion de ces deux-là, et on n'évalue pas. Il s'agit pas d'avoir un bon NPS, c'est quelle est son évolution. Voilà. Ce qui est important, c'est de savoir comment il évolue dans le temps. Comment il évolue. Ça m'amène deux réflexions. La première, c'est que quand vous interrogez le service SAV d'une entreprise, vous repartez le soir démoralisé en pensant que tout va mal. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que il y a des études qui ont montré, vous prenez deux personnes qui ont fait le même voyage, qui ont la même satisfaction. La première, vous allez lui faire un questionnaire de satisfaction où elle va exprimer sa satisfaction. La deuxième, il ne se passe rien. Au bout d'un an, vous allez réinterroger la satisfaction des deux personnes. Et bien, celle qui avait donné un avis positif sera plus positive par un principe de cohérence du cerveau que celle qui était satisfaite à l'époque. Donc, je pense que ne pas interroger ses clients satisfaits, c'est une erreur parce que l'interrogation permet de renforcer la conscience de la satisfaction. Oui, et puis pour rebondir sur ce que tu disais, merci beaucoup Thierry, tu as tout à fait raison pour ton message en commentaire, c'est indéniable. Ce qu'on dit souvent, en tout cas dans le monde de la relation client, pour essayer de canaliser le stress quotidien des équipes qui sont systématiquement en relation avec les clients. Il faut pas oublier qu'un client qui prend contact, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Donc, le problème, c'est qu'en général, il a une bonne raison de le faire, mais c'est très rare qu'ils viennent vous voir pour vous féliciter tout le temps. Donc, ceux qui reviennent vers nous et qui ont une bonne raison de le faire, ils vont nous mettre le moral à zéro. Parce qu'on va croire que tous sont comme ça. Et donc, il y a un accompagnement à faire. Hein, c'est souvent le cas dans les centres de relations clients. Il y a un accompagnement à faire parce qu'ils passent toute la journée à entendre des gens qui sont pas contents. Et donc, ça ne veut pas dire que l'ensemble de l'entreprise fait des produits tellement, des services tellement nuls que l'ensemble des clients. Non, c'est ceux qui appellent ont un problème. Donc, ceux qui contactent, ceux qui envoient des mails ont quelque chose à dire. Et effectivement, tu en as 90 qui le font pour dire qu'ils sont pas contents, pour un certain nombre de choses. À nous de le transformer en pépite. Et de l'autre côté, bah, effectivement, il y en a très très peu qui vont nous appeler pour nous féliciter. Mais il y en a. Et d'ailleurs, on s'aperçoit historiquement que les messages de félicitations sont souvent ceux qui sont issus à des réclamations très virulentes au début. On a beaucoup plus de messages de félicitations dans les, je vous en parlais tout à l'heure, les Hall of Fame
qu'on met dans les couloirs des centres de relations clients. Il y a souvent beaucoup plus d'exclamations positives de gens qui se sont sentis considérés alors qu'ils avaient un problème initialement. Si on note la partie des gens voilà, qui vont purger leur colère, un client insatisfait, c'est un client qui vous aime. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre le temps de vous écrire parce qu'il croit en vous et qu'il espère que ça va changer. C'est vrai. Et donc, très bon ce que tu dis. Ouais, c'est une très belle conclusion, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Thibaut. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est parce que là on arrive à l'heure d'échange. Hein, c'est passé vite. En tout cas, merci beaucoup Thibaut. Je pense que je vais le retenir et on va se le garder sous le coude. Effectivement, ne pas oublier qu'un client qui reprend contact avec nous alors qu'il n'est pas content, c'est quelque part c'est une forme de déception parce qu'il croit en nous. Et donc à nous d'être attentifs et à prendre nos responsabilités. Et c'est ça boucle hein, en fin de compte sur les échanges qu'on a dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à tous. Je te laisserai faire ton petit mot de conclusion, Virginie, parce que tu as fait un travail extraordinaire. Alors déjà, pour 2 points, c'est que bien évidemment dans l'ensemble de l'organisation, je remercie toute l'équipe pour l'ensemble des 3 webinaires qu'on a animés. Mais Virginie nous a aidés en post-production, nous a aidés à préparer nos présentations de vidéos, nous a aidés pour les montages. Voilà, et donc tu as été un vrai soutien sur l'ensemble des équipes. Merci à Cyrielle qui est présente aujourd'hui et qui m'a accompagné pour préparer l'avant-voyage. Merci à Carole qui m'a accompagné pour préparer effectivement le 2e webinaire. Et merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui étaient présents avec nous et j'espère pouvoir vous retrouver prochainement dans d'autres et de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour continuer à réfléchir ensemble. Merci en tout cas, merci effectivement à toi Tristan pour avoir mené d'une main de maître l'ensemble des 3 webinaires. Je remercie aussi évidemment toute l'équipe, c'était un plaisir et tous les participants. Et en fait, j'ai une phrase qui est vraiment une citation que je voulais partager qui conclut en fait, en plus, qui est très drôle par rapport à ce qu'a dit Thibaut à l'instant. C'est une citation de Seth Godin, qui est un auteur à succès et fondateur de Alt MBA. Et en fait, il dit « Il est plus facile d'aimer une marque lorsqu'elle vous aime en retour ». Donc ça, c'est ma conclusion. Merci à tous, à très bientôt et bonne fin de journée.